Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire et de partager. Et j'aimerais vraiment qu'à chaque histoire, si c'est que tu as retenu quelque chose, tu me le signales en commentaire, genre, dans l'histoire 1, je remarque que, dans l'histoire 2, je remarque que. Surtout, dites-moi en commentaire d'où vous regardez la vidéo, si c'est au Cameroun, si c'est hors du pays, dans quel pays exactement. Comme ça, on va voir la portée de la page. Tous les jours, on poste une vidéo qui contient plusieurs histoires à 12h00 sur YouTube. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Et le but est de sensibiliser. Donc, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker, de partager et de vous abonner à la page. Je vais raconter une histoire, l'histoire de l'une de mes tantes. Donc, je vais nommer quoi? Il vend sa femme pour faire des gâteaux ou bien des beignets, comme on dit au Cameroun. Voilà. Attends. L'histoire de... C'est un homme qui vend sa femme pour faire les beignets. Oui, pour faire des beignets. Attends, comment? C'est-à-dire qu'il vend, il prend la il vend les beignets avec. Non, ça veut dire quoi? Comme on dit aux femmes là, non. Quand tu vends ta femme dans le femme là, les autres. Donc, et elle pas vendre les beignets. Non, écoute l'histoire, je vais raconter. Donc, Okay. c'est l'histoire de l'une de mes tantes. Elle était mariée à un homme, à un monsieur. Et ce monsieur faisait des beignets. Les beignets au sucre, là, les gros beignets qu'on voit au Cameroun à 50 là, avec du sucre. Donc, il avait l'habitude de livrer à plusieurs petits qui tournaient dans les marchés et autres. Et il revenait le soir compter l'argent et le lendemain, il continue. En fait, c'était la routine comme ça pour lui. Donc, ma tante et lui, ils avaient déjà eu à avoir 2 enfants. Et un jour, sans être malade, elle s'est levée, elle a fait le ménage, elle a fini de laver les habits, elle a cuisiné. Et comme elle faisait souvent le feulerer, ou l'oseille, comme chez nous ici, comme au Gabon on a pour coutume d'appeler, mais là-bas c'est le feulerer. Donc elle faisait souvent le feulerer avec le lait caillé là. Elle vendait dans son congélateur et elle vendait au quartier pour les petits enfants. Donc elle a fini de nettoyer le matin, qu'elle servait, elle a fini de nettoyer également les bouteilles pour apprêter son feulerer et mettre au frais avec le lait caillé. C'est comme ça que subitement elle tombe. Quand elle tombe comme ça, les voisins constatent qu'elle est tombée puisque il fait dans des quartiers un peu avec des maisons un peu collées. C'est comme ça que les voisins constatent qu'elle est en train de laver les habits et subitement elle tombe. On appelle son mari. Puisque là, il faisait les gâteaux, c'était pas loin de la maison. Quand on appelle son mari, oh viens, voici ta femme qui vient de s'évanouir. Quand il vient comme s'il soulevait la femme, elle ne respirait plus. Il soulevait la femme genre pour amener à l'hôpital. Il devait traverser une petite rivière avant d'arriver en route. Elle a fait le hockey là. Donc, elle a fait 3 fois le hockey. Elle est décédée entre ses mains. Donc quand elle décède, il arrive quand même à l'hôpital. On lui dit ta femme est morte. Aussitôt qu'on annonce que la femme est morte, il appelle les parents. Oh, votre fille est morte et oh, je suis en train d'aller à la morgue. Heureusement que il y a des frères au fait, nos parents là dans la famille sont un peu chauds. On lui met à mettre la femme à la morgue. Laisse le corps à la maison. Il faut qu'on vienne voir nous-mêmes, on vienne découvrir réellement si elle est morte. Il s'entête, il dit Jean, il va y mettre le corps. Les parents lui ont dit, en tout cas, si tu mets le corps à la morgue, sache que tu vas manger ce corps-là. Et là, on n'est pas en train de blaguer. Avec les menaces, c'est comme ça qu'il a patienté. Il a mis le corps de sa femme il a laissé le corps à la maison en attendant que les parents arrivent. Donc, quand les parents sont arrivés, on la touche Jean. Elle n'est même pas comme une personne qui est morte. Elle chauffait encore. Elle n'était pas raide. Mais elle ne respirait pas. Et les médecins avaient donné le diagnostic qu'elle est décédée. Mais on connaît tous que quand une personne meurt, la personne doit être raide ou froide au fait. Mais elle n'était pas raide, elle n'était pas froide. On a peut-être fait 3 heures de temps, il n'y avait rien toujours. C'est comme ça qu'on a décidé d'aller la mettre à la morgue. Quand on l'a mis à la morgue, comme ça, le jour de l'enterrement, le jour où le corps est sorti. Comme elle était jumelle d'abord, donc son frère jumeau était là tout abattu. On constate d'abord que le monsieur, il ne ressemble même pas genre une personne qui vient de perdre sa femme. Il est là au fait comme une personne no stress, tranquille, genre vraiment no stress quoi. Non seulement qu'on enlève le corps à la morgue, pendant qu'on fait la veille, on voit genre comme si elle pleurait quoi, le corps pleurait, on voit des larmes. C'est pas des larmes, si c'est pas des larmes qui sortent, on voit le sang genre qui coulait du nez. On a dit ok, on enterre non, quand on a enterré là. Même pas une semaine, elle vient genre en rêve, elle dit à son frère jumeau que pourquoi est-ce que vous m'avez laissé partir où je suis là, je souffre où je suis.
Oh, c'est elle qui m'a sacrifié parce qu'il voulait faire des gâteaux. S'il vous plaît, enlevez-moi où je suis. Son frère a essayé de dire à la famille. Ça ne suffisait pas. Elle a encore vu sa mère. Au fait, elle dérangeait les gens dans les rêves, dans la famille. Elle pleurait dans les rêves. Elle se plaignait aux gens. Pourquoi vous m'avez laissé partir? Là, je suis ici, je souffre. Faites des messes pour moi, priez pour moi, je souffre. Je ne veux pas être où je suis ici, là. C'est comme ça et après, elle a dit, le dernier rêve qu'elle a fait, qu'elle a donné à sa grande sœur, elle a dit à sa grande que, en tout cas, là, il m'a envoyé, moi, j'ai refusé de travailler ici, là. J'ai refusé. Donc, gardez bien mon enfant. Gardez bien mon enfant parce que, comme j'ai refusé de travailler, il va chercher à prendre une autre personne pour aller faire le travail que moi, j'ai refusé de travailler. Parce que ici, j'ai refusé de travailler. Donc, c'est comme ça que les parents, on allait, on essayait de faire des prières, essayer de protéger également l'enfant. Mais après la mort, là, on dit que le papa, là, il faisait ces gâteaux, il pouvait faire un sac de farine par jour, genre, il pétrit un sac de farine et il vend les gâteaux finissent. Donc, on constatait seulement que le gars, il devenait déjà, genre, un peu trop célèbre. Mais quand sa femme est venue, j'en dis en rêve que voilà ce que je vis, voilà ce que je suis bien, on essaie un peu de bloquer et de faire des protections. Bon, après, moi, je suis quittée, je ne connais plus la suite de l'histoire, s'il existe encore, ou bien qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui. Donc, c'était la petite histoire que je voulais partager, au fait que, soyons vigilants, les foyers là, l'histoire de mariage, c'est pas la blague, parce que on ne sait pas qui est qui, l'homme ou la femme, personne ne fait de en sécurité. Si c'est pas ton mari qui veut te tuer, c'est ta femme qui veut te tuer, donc, juste un peu plus de vigilance dans nos foyers. Un sorcier qui manque d'ambition. Comment tu peux vendre quelqu'un pour vendre tes beignets? C'est vraiment un sorcier du quartier. Mais il fait les entreprises, non? Je te dis qu'il pouvait vendre il pouvait pétrir un sac de farine de gâteaux par jour. Imagine un peu combien de gâteaux ça peut faire par jour. C'est beaucoup de millions. Tu connais les Bamileke, donc nous avec l'argent là c'est compliqué. On vend même pour cultiver le champ, on vend même pour je ne sais même pas quoi, des choses inutiles quoi. Mais bon. Après, chacun choisit son couloir. Ok. Merci pour ton histoire. Comme chacun, j'ai plein d'histoires aussi. Même. Bon, de temps en temps, je pourrais monter. L'histoire, celle-ci m'a été plutôt racontée. C'est une histoire qui s'était déroulée à Idea. C'est 5 amis qui sont assis à une terrasse d'une vente emportée. Bon, c'est pas une vente emportée ou un bar. Ils sont en train de boire. Parmi eux, il y a un qui ne boit que le jus. Cette histoire-là m'inspire parce que je ne bois pas l'alcool. Je suis toujours dans mes jus. Alors, le gars, lui, il boit son jus. Ils sont en train de boire. À un moment donné, il avait déjà bu une bonne partie de son jus. Il est allé celui qui buvait le jus, pardon. Il faisait leurs commentaires, il buvait. Lui, il se lève, il va aux toilettes. Quand il revient des toilettes, il se rend compte qu'il y a une mouche dans son jus. Généralement, ça m'inspire parce que je le fais tout le temps. Lorsque je vois une mouche dans mon jus ou mon truc que je bois, je ne continue plus, je suis comme ça. C'est mon instinct. Le mec, il prend la capsule de sa bouteille. C'est-à-dire, il a juste dit, la mouche fait quoi dans ma bouteille? Et puis, bon, dans les commentaires, les gars bavardaient. Il a pris la capsule, il a tapé dessus. Il est resté là, continué à bavarder. Et puis, la serveuse, il y a un monsieur qui était assis quelque part derrière les gars. Dans un premier temps, il appelle la serveuse. Il lui dit, est-ce que tu peux demander au monsieur là, au jeune homme là, d'ouvrir sa bouteille? La serveuse lui dit, mais qu'il l'ouvre ou qu'il la ferme. L'essentiel c'est qu'il me paye, ça a été payé, et elle est rentrée au comptoir. Le mec n'a pas fait 10 minutes, il a encore appelé la serveuse. Il lui dit, s'il te plaît, tu peux demander à ce jeune homme d'ouvrir sa bouteille. Et là, la serveuse s'énerve. Elle commence à lui crier dessus. Ça attire donc l'attention des gars qui étaient dans les commentaires. Qu'est-ce qui se passe? La serveuse leur dit que, mais ce monsieur, depuis il fait que m'appeler, que je vienne voir votre ami pour qu'il ouvre sa bouteille, je lui ai dit où était mon problème. C'est comme ça que ça attire l'attention des gars. Et le bonhomme même qui avait la bouteille, il décide que
ils avaient compris, en fait, parce que le monsieur étouffait, il dit qu'il étouffe. La mouche, là, en fait, c'était lui, il voulait tuer le gars. Donc, si le gars avait certainement bu, il serait mort. Le gars a pris la bouteille, il a dit qu'il va jeter ça à la Sanaga. En fait, c'est la gendarmerie qui est venue. Ça a fait... les gens, il y avait beaucoup de monde, les gendarmes sont arrivés, le monsieur a été arrêté, mais le bonhomme aussi a été obligé d'ouvrir, parce que, bon, la sorcellerie étant prouvée, je crois qu'ils ont fini au tribunal après. Mais le bonhomme était obligé d'ouvrir la bouteille parce que le monsieur avait dit la vérité aux gendarmes que si on n'ouvre pas, il va mourir. Voilà. C'est ce que je voulais un peu partager aussi. Merci Voilà. beaucoup pour l'histoire. Je vais Ok. en commenter et puis je peux remonter encore peut-être. J'espère Vous que tu vas bien. m'entendez? Ouais, je vais bien et vous? Je vais très bien, merci. Ouais, moi, mon histoire, c'est ma propre histoire, hein. C'est par rapport aux longs yeux. Donc, quand je vivais dans une ville à Berthois, et il y avait un gars qui faisait du mototaxi, un gars caribien. Et un jour, ce gars-là, on allait souvent manger chez une maman après l'église, le samedi après l'église. On allait souvent manger chez une dame, manger le coco, comme chez nous en l'Est on dit le coco, avec la viande, le poisson et tout ça, on allait manger. Voilà, un mec qui arrive, un beau mec et tout. Et puis, il fait la cour à ma cousine. Sauf que après, il dit non, ce n'est pas elle que je veux, c'est toi. Là, du coup, il change d'avis, il dit ce n'est pas ma cousine qui veut, c'est moi. Donc j'arrive, j'ai dit bah ma cousine qui dit bon, comme il a changé d'avis, ok. Et subitement à la maison, normalement, on se levait le matin à 4 heures du matin pour prier. Mais sauf que moi, à 4 heures du matin, quand je me levais plutôt pour me laver, m'apprêter pour aller chez ce mec. Tout le temps, c'était comme ça. À la maison, on me demandait, mais tu as changé, tu ne fais plus les prières, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Ma tête, c'était comme si je ne voyais plus rien autour de moi. Il n'y avait que lui. Et quand je suis allée chez lui la première fois, il me dit, tu vois, je sais pas ce qui s'est passé. Il m'a confié plein de choses. Il me dit, voilà, tu vois ma chaise rouge, je suis dans une secte, ma chaise rouge, quand tu t'assois dessus, c'est le sang. Ma chaise bleue, c'est mon serpent, le mamiwata. Et mon assiette, ça tire toutes les chances. Il avait une assiette en forme de main. Et c'est dedans qu'il servait tout le monde. Allô, vous me quittez? Oui, j'écoute très bien, très bien. Quelques jours après notre rencontre, sa fille est décédée. Et j'étais chez lui. Il arrive avec un pactole d'argent. Et heureusement que moi, je n'étais pas une fille friande d'argent et tout ça. Il verse l'argent, il s'est mis à compter. C'était des millions et des millions d'argent. Je lui ai dit, mais où tu as trouvé cet argent? Il me dit, mon père a vendu mes parcelles à Kribi. Et donc, c'est ma part d'argent qu'on m'a envoyé. J'ai dit, ah bon? Beaucoup d'argent comme ça? Après, je lui dis, mais ta fille est décédée, est-ce que tu ne vas pas aller au deuil? Il me dit, non, ce soir, je dois aller dépenser tout cet argent. J'ai dit, moi, je n'avais pas fait le rapprochement tout de suite avec le décès de sa fille parce que sa fille était décédée par noyade. Après un moment, je me suis dit, je lui ai dit, bon, ça fait un moment que je suis chez toi, moi, je vais rentrer chez moi. Quand je dis je vais rentrer chez moi, il prend sa veste qu'il a travaillé de mototaximan toute la journée avec, là. Il prend cette veste-là, il sort une pièce de 100 francs, il me donne. Il me dit, tiens, tu vas payer ta moto avec. Bon, moi, j'ai pas géré, je suis partie, j'ai dit, bon, de toutes les façons, moi, quand je sortais, j'avais toujours mon argent de moto aller-retour. J'ai pris les 100 francs, j'ai dit merci, je suis partie. Et le soir, il est sorti, il a dépensé cet argent, moi, je n'étais même pas là. Il a dépensé, le lendemain, j'arrive chez lui, je trouve en train de manger les arachides. Il dit, mais tu as eu beaucoup d'argent hier, mais aujourd'hui, tu manges les arachides. Normalement, tu devais te faire un bon repas et manger. Il me dit non, cet argent, moi, je ne devais pas le toucher. Je devais juste te donner ça en sacrifice. Après, là, il me propose de voyager.
J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, il faut qu'on voyage. J'ai dit, ok, on va voyager. On devait partir dans un village près de la frontière de l'Est et la Guinée, pas la Guinée, mais comment on les appelle? En tout cas, dans les frontières de l'Est, là-bas, on devait partir. Et la nuit, j'ai fait un rêve où j'étais, et puis j'avais aussi, je précise que j'avais une amie qui m'apprenait à lire les courriers à l'époque. Bon, elle m'apprenait à lire les courriers et tout ça. La nuit, j'ai fait un rêve où je me retrouve en enfer où on brûlait les fesses des filles. J'ai dit, mais c'est quoi ce rêve-là? On brûlait les fesses des filles et c'est comme ça que l'un des gardiens me dit, toi, tu es trop belle, on va pas te brûler. Il me prend, il me jette de l'autre côté, je me retrouve au paradis chez les musulmans. Le matin, comme la manourise chez qui je vivais vendait les beignets, je raconte l'histoire, il y a un client qui me dit, fais gaffe parce que on va te proposer un voyage, mais réfléchis bien à ce voyage. Et c'était le jour du voyage. C'est comme ça que je prends mes affaires quand même. Je dis, bah, je voyage, mais arrivé devant sa porte, j'ai fait demi-tour. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Il était là quand même, mais il ne m'a pas vu. J'ai fait demi-tour. Je suis allée chez ma copine qui jouait les courriers. Elle me dit, justement, j'allais t'appeler. Parce que j'ai vu que tu allais voyager. J'ai dit, comment toi tu le sais? Elle me dit, ben, j'ai lancé les courriers comme ça. J'ai vu que tu allais voyager. Mais j'allais t'appeler pour te dire de ne pas voyager. Et elle me dit, tiens, rentre chez toi. Ne voyage plus. Quand je rentre, le monsieur m'appelle. Ouais, je t'ai dit de ne pas aller chez les marabouts. Je lui ai dit, mais je ne vais pas chez les marabouts. Ouais, tu es une sorcière à cause de toi. Ma vie est gâchée, ma vie est ceci, ma vie est cela. J'ai dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Espèce de prostituée, je ne veux plus jamais te revoir. Il m'a engueulé, il m'a traité de tous les noms. Entre-temps, je suis tombée gravement malade. Normalement, en fait, ce voyage, c'était que quand j'allais voyager, j'allais faire l'accident avec lui. Moi, je mourrais dans l'accident. Et cette histoire, c'est lui qui m'a raconté après, lui-même de sa propre bouche. Entre-temps, je suis tombée gravement malade. Fallait m'opérer. Je ne sais pas comment il a su qu'on allait m'opérer. Il est allé voir le médecin qui allait m'opérer. Il dit au médecin qu'il fallait que je meure sur la table d'opération. Il lui a proposé des sous. Il dit au médecin parce que ma tête vaut de l'or. Le médecin dit non, il n'est pas là pour tuer les gens, mais il est là pour soigner les gens. Et quand il m'a opéré, le médecin, vu que je me réveillais pas, il avait tellement peur. Quand je me suis réveillée, il me dit, vous connaissez un certain tel? Il habite juste là derrière l'hôpital. J'ai dit oui, je le connais. Il me dit, bon, cette personne est venue me voir, il m'a proposé des sous pour vous faire mourir sur la table d'opération, mais je ne veux pas le faire. Et là, j'avais peur que vous ne vous réveilliez pas. Mais Dieu merci, vous vous êtes réveillés. Le mec, quelque temps après, il a fait un accident grave. Quand il a fait l'accident grave, il me dit, je suis allé quand même, quand moi, après mon opération, je suis quand même allé le voir à l'hôpital et tout ça. Et après, il me dit, quand il est sorti de l'hôpital, je suis retourné le voir. Il me dit, tu sais, j'ai des choses à te proposer. Je lui dis, il y a quoi? Il me dit, bon, je vais te dire. C'est vrai, j'ai essayé de te vendre dans la secte, mais ça n'a pas marché. Mais je te propose que tu entres dans ma secte. Et je vous dis ce que je vous raconte. J'avais seulement 20 ans. Il me dit, je te propose que tu entres dans la secte avec moi, tu seras une reine. Je lui dis, l'idée n'est pas mal, mais je vais réfléchir. Il dit, non, ne réfléchis pas, je voudrais qu'on aille à l'église ce soir pour qu'on aille se baptiser. Et pendant ce temps, moi, je marchais beaucoup avec les pasteurs, les prêtres, donc qui me parlaient beaucoup de la spiritualité. J'étais déjà avisée par rapport à ça. Et c'est où il me dit, tu vois, j'ai essayé de te tuer, ça n'a pas marché. J'ai essayé de tuer ta cousine, ça n'a pas marché. Et puis, il y avait une fille qui était décédée, elle s'est levée dans la nuit comme ça, elle est allée se jeter toute seule dans le puits. Il me dit, tu vois la fille qui est morte dans le puits, c'est moi qui l'a sacrifiée parce que normalement, on m'a demandé 7 filles.
il y avait 7 grasses filles, 4 grasses filles et 3 minces filles. Et parmi les minces filles, tu étais parmi. Mais ta sœur et toi, ça n'a pas marché. Donc maintenant, avec toi à mes côtés, je sais que je serai plus fort. J'ai dit ok. C'est comme ça que je vais chez ma maman au village. Je vais expliquer à ma maman. Ma maman me dit, moi, je ne connais pas ces choses-là. Je suis allée voir mon grand-père. Mon grand-père, lui, c'était quelqu'un de très croyant. On s'est mis dans les prières, les jeûnes. Je vous dis, le gars n'a même pas fait 2 semaines, il est décédé. Il est décédé. Donc, c'est pour dire que s'il y a des sœurs qui m'écoutent, ne cherchons pas trop les longs yeux. Les longs yeux ne nous servent à rien du tout. Les longs yeux ne nous servent à rien du tout. J'ai encore plusieurs histoires à raconter, mais ça sera pour une autre fois. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup à Sing pour l'histoire. Sing pour l'histoire. Comment j'appelle ton nom là? Comment tu dis ça? On va le dire Sandrine, c'est tout. Ok, merci beaucoup Sandrine. Sinon, tu es dans les commentaires, non? Si on n'a pas des gens qui peuvent intervenir, tu peux maintenant nous raconter d'autres histoires. Ok, d'accord, ça marche. Donc, j'ai une histoire que j'ai déjà entendue à partager avec vous ce soir. Il s'agissait d'un monsieur qui avait voyagé, qui s'était rendu au Mali. Donc, il était venu et c'est un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Il essayait d'attirer les filles vers lui avec l'argent les dépenses extravagantes qu'il faisait, les financements à hauteur de millions qu'il faisait sur les filles et tout. Donc, dans ça, il y a 2 amis qui ont rencontré ce monsieur. Elles ont croisé le chemin de ce monsieur. Celle même que le monsieur convoitait au départ s'est fait doubler par sa camarade. Elle a vu que le monsieur avait beaucoup d'argent et tout. Elle a fait exprès, créé palabre. Et puis, le monsieur a abandonné la camarade vu qu'elle a joué les séductrices. Il a abandonné la camarade pour la suivre, elle. Or, elle et sa camarade, elles sont amies d'enfance. Leurs maisons même se font face, c'est des voisines et des amis d'enfance. Donc, de là, le monsieur, il a changé de camp. Donc, la première qu'il avait convoitée au départ, il a laissé tomber, il a suivi l'ami qui a essayé de le séduire. Donc, il a commencé à sortir avec elle, la gâter. Les 2 familles même ont été en palabre et tout. Donc, il a commencé à détruire la maison de sa nouvelle conquête, la rebâtir, donner de l'argent à ses parents, la demander en mariage. Une fois la demande en mariage acceptée, il a refait leur maison, posé des carreaux dans la cour, tout. Et au final, la fille même lui a dit, elle n'est pas prête pour son trousseau de mariage, donc ils vont devoir reporter le mariage. Il a dit que ça, c'est pas un souci. Elle n'a qu'à demander à sa mère, elle a besoin de combien pour faire le trousseau de mariage de sa fille. À son père, qu'est-ce qu'il lui faut comme dépenses pour pouvoir gérer toutes les dépenses du mariage. Ils ont tout communiqué au monsieur. Le monsieur a tout payé, soit disant que c'est un étranger. Quand il va marier leur fille, il va l'emmener dans le pays, à l'intérieur du pays là-bas. Je dis à l'intérieur du pays, dans un autre pays en fait. Ils vont voyager. Elle va aller vivre à l'étranger avec son nouveau mari. Donc, par intérêt, ils ont tout accepté les yeux fermés. Il a épousé la bonne dame, passé les premiers 2-3 mois, ils ont passé ça ensemble ici, au Mali. Maintenant, après les premiers 3 mois de mariage, il a décidé maintenant de voyager avec sa femme. Il dit il est temps pour eux de rentrer au pays. Il va présenter la bonne dame, sa nouvelle femme, à sa famille et tout. Donc, ils sont partis. Il l'a emmené dans son pays natal, dont je vais taire le nom pour ne pas faire de frustré ou autre. Parce que voilà. Donc, il est rentré avec lui dans son pays natal. Et une fois là-bas, ils ont vécu dans la capitale pendant un certain moment. Donc, elle appelait sa famille, ils faisaient les appels vidéo et tout. Ils avaient tout le temps, ils se donnaient des nouvelles, ils discutaient avec le mari. Le foyer parfait, quoi. Donc, eux tous, ils étaient contents. Quand elle devait envoyer de l'argent à ses parents, le monsieur envoyait l'argent, tout. Donc, arrivé à un certain moment, il a dit à la bonne dame, maintenant, prépare-toi, on va aller au village parce que moi, mes parents, ils vivent toujours au village. Je vais aller te présenter à mes parents.
Elle a dit d'accord, tout enthousiaste. Donc, ils sont partis sur la route. Ils ont fait un très long chemin. Au cours de la route, elle demande à chaque fois, c'est un chemin sur lequel tu vas toujours te demander, on n'arrive toujours pas. Vu que vous allez parcourir un certain nombre de kilomètres et arriver à l'endroit où ils étaient censés aller, il y a de moins en moins de monde, beaucoup plus d'arbres, c'est une grande forêt. Et à l'intérieur, au fin fond de la forêt là-bas, il y a une grande maison construite. La maison là, dès que tu arrives net, ils savent qu'il y a quelqu'un qui arrive, le portail c'est automatique, ils ouvrent. Et maintenant, le monsieur a conduit la voiture, ils sont rentrés. Une fois rentrés maintenant, la cour, elle est très très grande. Donc, il a pris la main de sa femme, ils ont commencé à marcher du portail jusqu'à la porte du salon. Ça fait vraiment une grande distance parce que c'est une grande cour, une très grande maison, un domaine en fait. Donc, ils sont entrés. Une fois après avoir traversé net la porte du salon, il y a deux messieurs, genre deux loupards, qui sont venus arracher la dame là des mains de son mari. Et le mari a continué à marcher tout droit. Il a continué à marcher tout droit. Et là, elle a crié son nom. Pourquoi tu pars? Tu ne vois pas que ces messieurs-là sont en train de m'attraper? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui m'arrive. Il y a quoi? Poser des questions, crier partout, pleurer. Jusqu'à, le monsieur est parti, il ne s'est même pas retourné pour la regarder. Et dans cet endroit-là, vu que c'était une secte et que c'était leur travail, venir prendre les filles comme ça et les donner en sacrifice, même ne pas compter les dépenses qu'ils font sur elles parce qu'ils vont en avoir beaucoup plus encore en retour. Donc, il y a un monsieur là-bas qui était malien comme la fille, qui l'a reconnu parce que lui, il était dans cette secte-là, il s'est retrouvé dedans. Mais il a reconnu la fille parce que il a grandi dans le même quartier que la fille. C'est lui qui a fait une lettre après à la famille de la fille pour tout expliquer. Et là, ils ont su ce qui était arrivé. Sinon, personne n'allait être au courant de comment elle a disparu. Personne ne pouvait retrouver le monsieur ni rien. Donc, une fois qu'ils ont pris la fille, paraît que là-bas, ils ont une machine qui broie l'être humain. Donc, qui te broie et qui te sert d'une certaine manière que tous les os qui sont dans ton corps, avec le sang, c'est ça seulement, ils vont extraire. Et puis maintenant, les os et les os et puis la chair, ils vont jeter. Maintenant, le sang qui recueille là, le liquide qui recueille de ton corps là, c'est ça, ils prennent maintenant pour faire les sacrifices sur les idoles et tout. Donc, c'est ce qui est arrivé à la pauvre fille. À cause d'avoir trahi sa camarade, d'avoir suivi un homme qu'elle connaissait pas. Cette histoire-là m'a vraiment donné la chair de poule quand je l'ai entendue pour la première fois. Et dès lors, j'ai même pris peur. J'ai dit, mais même du jour au lendemain, même un homme que tu connais pendant des années, il peut changer d'avis et aller de l'autre côté. De se lever un jour, dire que oui, la pauvreté, c'est trop, je vais aller être dans une secte, je vais tuer ma première femme ou bien je vais tuer ma deuxième femme, je vais tuer mon enfant pour pouvoir simplement gagner de l'argent. Pour dire simplement que le monde même dans lequel nous sommes aujourd'hui n'est pas certain et que seule la prière peut nous sauver. Prier pour chacun d'entre nous de trouver la bonne personne, la personne parfaite que qui puisse nous emmener loin dans cette vie et nous aimer tel que nous sommes, se contenter du peu qu'il a et voilà, devant Dieu et devant l'Éternel. Sinon, c'est pas facile. Dans cette vie, on ne peut faire confiance à personne. Un beau matin, vous êtes un couple marié, un homme peut se lever, tuer sa femme ou une femme peut se lever, tuer son mari à cause de bêtises pareilles. C'est vraiment pas possible. Mais j'ai d'autres histoires. Je vais essayer de garder ça peut-être pour une prochaine fois, ne pas tout raconter aujourd'hui. Voilà, en espérant de tomber sur un autre live un jour et venir raconter ça aussi. Voilà. C'était ce que j'avais à partager avec Merci vous beaucoup. ce soir. Sinon, Merci. les directs. Les mercredis, vendredis et dimanches. À 20h. Nous sommes en direct tous les mercredis, vendredis et dimanches dès 20h, heure du Cameroun. Voilà, donc nous sommes en direct les D'accord. mercredis, les vendredis et dimanches, 20h, heure du Cameroun. Et, Inch'Allah. et merci pour ton histoire. Merci. Rebonsoir. Bah, je reviens toujours. Ça, c'est toujours mon histoire. Toujours un conseil, toujours pour les longs yeux.
C'est toujours dans la ville de l'Est que ça s'est passé, dans un grand hôtel de la place. Quand j'étais à l'Est, je faisais partie, j'étais fondatrice d'un club de football. Et le grand hôtel de la place, c'était notre QG. Et donc mon ami et moi, on avait fondé notre club de football et ce soir-là, on était en finale, on a gagné et tout. Et puis bon, mon ami me dit bon, on va pas rentrer à la maison ce soir, on va dormir là à l'hôtel au QG. On s'est pris une chambre. Et moi, j'étais à la terrasse, au balcon. Il y a un monsieur qui arrive, il gare une très très belle voiture. Et franchement, moi, j'avais souvent le toupet de tomber sur les beaux garçons. Hein. Ça, je ne m'en vante pas, mais je ne sais pas comment je faisais, mais je tombais vraiment sur des beaux garçons. Il était tellement beau. Et puis, je regarde mon mec, je dis, mais qu'est-ce que je fous avec celui-là? Et après, mon mec, lui, n'a pas remarqué. L'autre mec et moi, on a commencé à flirter, là. Il me faisait les clins d'œil et tout ça. Un moment après, il me demande mon numéro de téléphone. Et là, mon mec arrive, j'ai dit, bon, je lui fais signe qu'on se revoit après, on se reprend après. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mon mec, lui, il a vu quand même le signe. Et puis il m'a dit, ouais, tu crois que je n'étais pas vue avec ce gars-là, il te draguait et tout ça. Bon, beau mec, belle voiture et tout. Et quand il est arrivé au bar de l'hôtel, oh là là, l'argent, ça coule à flot. C'est vrai, j'ai dit, je n'étais pas friande de l'argent, mais parfois, quand on voit des choses comme ça, on est parfois tenté. On est vraiment tenté. Et dans mon cœur, à un moment, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fous avec celui-ci même? Qu'est-ce que je fous avec lui? Mais comme il a vu le geste, il ne m'a pas lâché de la soirée, donc je n'avais plus l'occasion d'aller voir l'autre. Et dans la nuit, on va se coucher. Et sa chambre était collée net à la nôtre. À 3 heures du matin, à chaque fois, j'ai l'habitude de me lever, que je le veuille ou pas, ça va me réveiller. Je me lève à 3 heures du matin pour prier. Je me lève à 3 heures du matin pour prier. On entend les coups de fouet dans la chambre du monsieur qui a réveillé tout l'hôtel. Tout l'hôtel était dehors. Le monsieur est en train de pleurer. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je sais que c'est elle que vous vouliez, mais ça n'a pas marché. Je ne sais pas comment ça... Et les coups de fouet ont fouetté ce monsieur. Il pleurait, il courait dans toute la chambre. Il pleurait, je vous demande pardon, ça n'a pas marché. Vous avez vu, j'ai tout fait ce qu'il fallait. Mais ça n'a pas marché. On va voir avec une autre. Je vous demande pardon, pardon, pardon. Mon mère me dit, tu as vu où tu voulais aller mettre les pieds? Il dit, oui, mais bon, la tentation... Et puis, il me dit, bon, on va reparler de ça une autre fois. On va toquer dans la chambre du monsieur. Il n'ouvre pas la porte. Il s'est mis à pleurer, 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 pleurer. Je vous demande pardon, 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 pardon. Le coursier est venu, il a cassé la porte. On a ouvert la porte. Il n'y avait personne. Ni le monsieur, ni les gens qui lui donnaient des coups de fouet. On entendait les coups de fouet. Ni le monsieur, ni les coups de fouet. Il n'y avait personne dans la chambre. Yeah. Oui. C'est vrai, à Berthois, ça s'est passé à Berthois. Ni dans la chambre, personne. Il a refermé la porte. La voiture est restée pendant 2 jours et du jour au lendemain aussi la voiture, il ne sait pas comment ça a fait, ça a disparu de la cour de l'hôtel. Donc c'est toujours... Vous avez regardé en bas du lit, partout dans les toilettes et tout, il n'y avait personne? Il n'était pas là, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Non, il y a des choses qui se passent ici dehors. Il faut seulement qu'on soit vigilant et qu'on ait la grâce de Dieu, qu'on demande toujours la grâce et la faveur de Dieu sur nous, quoi. Qu'on arrête les longs yeux, surtout nous les filles.
Parce qu'avec les longs yeux, ça peut nous amener n'importe où. Franchement, moi, j'ai dit, ce jour-là, j'étais tentée. Je disais, mais qu'est-ce que je fous avec celui-ci? Qu'est-ce que je fous avec celui-ci? Regarde l'autre, il a la belle voiture, il est mignon, il a tout. J'avais quand même les palpitations et j'étais vraiment tentée ce jour. Mais il va falloir que nous, les filles, qu'on arrête un peu d'être dans cette situation. Même si parfois c'est difficile, qu'on arrête d'être dans cette situation. Donc, merci. Et on verra une autre fois encore. Toujours mes histoires, à moi, que j'ai vécues. D'accord, merci beaucoup, Sandrine, pour tes histoires. Merci. Je reviens pour... bon, je sais pas si c'est une interpellation à propos des noms que nous donnons souvent à nos enfants, parce que ces noms-là peuvent souvent avoir un grand impact sur la vie des enfants. Donc, c'est l'histoire d'une sœur. Elle portait le nom de sa grand-mère. Donc, du coup, pendant les vacances, quand les vacances arrivaient tout le temps, ses parents avaient l'habitude d'amener les enfants au village pour passer les vacances. C'est comme ça que chaque fois qu'elle rencontrait sa grand-mère, il y avait toujours dans la cuisine de la grand-mère genre un canari, où c'est dans le canari où la grand-mère mangeait quoi. Et chaque fois que la petite arrivait au village, la grand-mère l'appelait toujours viens manger, viens manger. Elle prenait toujours la nourriture dans ce canari et elle donnait à l'enfant. Bon, l'enfant étant naïf, c'est mamie, et de ce cas je suis son homonyme. L'enfant pensait que c'était de l'amour quoi, l'amour vrai d'une grand-mère et d'une homonyme envers sa petite fille. Donc, au fil des années passées, quand l'enfant grandit, heureusement que sa mère elle était chrétienne, donc elle priait beaucoup. Donc, la mère leur a plutôt montré le chemin de Christ. Mais la grand-mère, elle, dans ses rites et coutumes, c'était genre, après son décès, c'est cet enfant qui devait prendre la place au fait de tout ce qu'elle faisait dans le village, comme sorcellerie et autres. Mais malheureusement, la mère de l'enfant a dérouté l'enfant. Elle a plutôt montré la voie de Christ, quoi. Donc, la grand-mère a pris, elle était très furieuse avant de mourir. Et quand elle meurt, donc, elle a eu à vociférer certaines choses sur la vie de l'enfant. Elle ne va jamais faire rien de bon dans sa vie. Elle ne va jamais faire ci, puisqu'elle n'a pas voulu me succéder. Elle ne va jamais... Au fait, elle a vraiment parlé des trucs sur la vie de cet enfant. Et quand l'enfant a grandi, chercher le mari, c'était difficile. Le travail, et peut-être elle était très intelligente. Le travail, c'était difficile. Même avoir un enfant, c'était compliqué. C'est comme ça que dans ses marches aussi, dans la prière, on lui dit, ma chérie, c'est qui ton homonyme? Elle dit, c'était ma grand-mère, la mère de papa. On dit, ce que ta grand-mère a eu à faire, vraiment, il faut d'abord chercher à enlever ça. Sans ça, tu ne vas rien faire. Parce qu'elle a eu, à travers le lien que tu as à travers son nom, elle a eu à faire des trucs pas très catholique, pas très bien. Donc, il faut d'abord chercher à te délivrer de ce nom-là, ou bien de ce qu'elle a eu à faire. Donc, ils ont eu à faire des prières, des trucs de délivrance. Et à un moment donné, c'était tellement fort que on lui a même recommandé de changer de nom. Donc, aujourd'hui, elle ne porte plus le nom de sa grand-mère. Et quand elle a changé ce nom-là, tout allait très bien dans sa vie. Vraiment, tout allait bien. Elle s'est mariée et aujourd'hui, elle a 2 enfants. Donc, pour dire aux gens que on ne donne pas le nom à n'importe qui. C'est pas parce que même si c'est ta mère, quand tu regardes la vie de ta mère, que même si ta mère est une sorcière, c'est pas parce que c'est maman que tu vas dire voilà, je donne le nom de maman à mon enfant, ou bien parce que c'est elle. Il faut vraiment regarder avant de donner le nom de son enfant à quelqu'un. C'est même mieux de donner même parfois ton propre nom, c'est ton enfant. Mais bon, c'était juste ma petite histoire que je voulais raconter à travers les noms que nous portons, quoi. Donc faisons attention vraiment. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis là, vraiment. Merci beaucoup. Et j'espère que vous avez compris dans les commentaires. Bonsoir l'Odyssée. Bonsoir. C'est l'Odyssée. Oui, le petit nom c'est Essie. Bonsoir ici. Bonsoir DMG, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va aussi. Ok, je voulais raconter une histoire par rapport à une expérience que j'ai vécue seulement en début d'année. Et le conseil de l'histoire, c'est toujours de
de faire confiance à nos enfants parce que ils ont souvent des visions qu'on n'a pas, en fait. Donc, j'étais chez mes parents, j'étais à l'étage, en fait. Je logeais à l'étage avec ma fille et en bas, il y avait mes cousins et puis il y avait la famille aussi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un cousin qui a garé sa moto en bas. Il avait l'habitude de garer la moto en bas alors que tout le temps, on lui disait, et maman lui disait, ne gare pas ta moto en bas, tu peux te faire voler. Parce que notre portail n'est pas tout le temps fermé. Parfois on ouvre, parfois on ferme. Et nous sommes la famille, l'une des maisons les plus vieilles du quartier. Donc souvent on était victime de vol. Donc du coup, il a encore garé la voiture et la moto à l'intérieur. Et bon, le portail était fermé. Mais notre clôture n'était pas très très haute. Donc en pleine nuit, j'avais du mal à faire dormir ma fille parce qu'elle ne faisait que pleurer toute la nuit. Jusqu'à je me posais la question, elle qui est souvent d'humeur très calme, elle dort très tôt. Je comprenais pas pourquoi elle me fatiguait. À un moment donné, j'avais voulu même descendre pour prendre de l'eau parce que la cuisine est en bas. Mais c'était la paresse. Je n'ai pas voulu descendre et je faisais que la calmer. Je suis restée c'est vers 3h du matin que je me suis endormie. Maintenant, quand je me suis réveillée à 8h pour aller au service, c'est là que mon cousin était en train de dire qu'il ne retrouve plus sa moto et que sa moto s'est fait comme... Quelqu'un venu a sûrement passé par par la clôture pour prendre la moto. Donc souvent les enfants ont souvent un sixième sens, donc souvent il faut faire attention. Il y a des choses qu'ils peuvent voir que nous ne pouvons pas voir, donc souvent il faut essayer de faire très attention aux enfants. Ils ont souvent un sixième sens que nous n'avons pas forcément. Donc c'est tout. J'ai une autre histoire mais je vais revenir. D'accord, merci beaucoup pour ton histoire. Hey, avant de continuer, si tu n'as pas encore liké la vidéo, like d'abord la vidéo avant de continuer. Hey, c'est comment? Comment on est nombreux comme ça et puis on like, on voit les vues, on fait 4000 vues avec seulement 500 likes. Ça va aussi. Vraiment, je vous suis, mais j'ai toujours pas eu l'occasion de raconter une histoire. Et aujourd'hui, vraiment, je voulais partager mon expérience avec vous. D'accord. Allô? Oui, d'accord, on t'écoute. Oui. Ok. Je suis togolaise et je vis actuellement au Mali. J'ai vécu vraiment une histoire vraiment traumatisante. J'étais au pays lorsque j'ai rencontré un blanc. Le jeune homme était en fait métis, mais il était venu juste pour les vacances. Il m'avait abordé au supermarché. Il m'a dit que franchement je lui plais et qu'il veut avoir une aventure avec moi. Je lui ai dit il n'y a pas de souci. On a commencé par s'écrire. En ce moment, il n'y avait pas le WhatsApp. Il n'y avait pas le WhatsApp en ce moment. C'est comme ça, le monsieur et moi, nous avons noué des relations. Mais j'avais une chemise rouge plus un collant noir. Et j'aimais souvent porter cela. Vous voyez? Du coup, le monsieur aimait tellement que je m'habille toujours comme ça. Même partout où nous allions, il veut toujours à ce que je m'habille toujours comme ça avec le collant noir et la chemise rouge. Je me suis souvent posé des questions, mais pourquoi il ne veut pas que je me change? Il m'a toujours gâté, il me fait toujours des cadeaux, mais jamais il m'a invité chez lui. Un jour, il m'a invité de passer connaître la maison, je n'ai pas refusé. J'étais même amoureuse du gars, comme ça, parce que on a eu à passer un long moment ensemble sans qu'il ne fasse des touchés, il n'a rien fait, il n'a rien essayé. C'est ainsi nous sommes allés chez lui. Une fois que nous sommes rentrés dans la maison, j'ai remarqué un chien. Les bergers allemands là, il était tellement grand, il était dans une cage. J'ai remarqué le chien, l'atmosphère de la maison ne me plaisait pas. J'avais un sixième sens qui me disait mais ne va pas, ne va pas. Mais toujours, j'ai quand même essayé, j'ai dit non, il faut que j'aille. C'est ainsi on est monté. Lorsqu'on montait les escaliers, j'ai remarqué les dessins du Bouddha, les
le dessin de la croix, de Jésus, de Marie. Tout ça, je remarquais, mais mon cœur était chamboulé. C'était vraiment flippant. Nous sommes montés à l'étage, il m'a installé. Il m'avait promis un ordinateur. Ah, en ce moment, il n'y avait pas les WhatsApp. Donc, tout ce qu'on avait, c'était des tablettes et les ordinateurs. Il m'avait promis un ordinateur. Malgré que j'étais allée, je savais que l'ordinateur, il a ramené l'ordinateur dans le carton. J'étais vraiment angoissée. Franchement, ça n'allait pas. Il m'a apporté 2 boissons Coca. 2 boissons Coca-Cola avec 2 verres identiques. Et il a déjà ouvert la boisson avant de les ramener. Nous étions à l'étage. Il a ramené les boissons. J'ai remarqué dans mon Coca, il y avait assez de bulles. J'ai remarqué assez de bulles dans mon Coca, mais pour lui quand même, il n'y avait pas assez de bulles. Je me suis d'abord posé la question de savoir, mais c'est le même Coca, c'est la même marque. Pourquoi pour moi, il y a assez de bulles et pour lui, il n'y a pas assez de bulles? Je me suis posé la question. C'est comme ça, le monsieur, il s'est décliné un moment, il m'a dit, j'arrive un instant. J'ai eu quand même la brillante idée de puiser ma boisson dans son verre et de puiser sa boisson dans mon verre. C'est ce qui s'est passé, ce que j'ai fait. Lorsqu'il est arrivé, j'ai commencé déjà par prendre la boisson avant qu'il n'arrive. Il m'a dit, ah, tu te sens bien? Je dis oui, ça va. Le monsieur a pris la boisson, il a commencé par boire, sans savoir que c'était ma boisson que j'avais puisée dans son verre. Vous voyez? À un moment donné, je remarquais la réaction du monsieur. J'ai vu qu'il a commencé par somnoler. Je lui ai demandé, mais tu as quoi? Il me dit non, qu'il ne se sent pas bien, qu'il a la migraine. Ensuite, il me demandait, qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai dit, je ne t'ai rien fait. Mais c'est toi qui m'as présenté les boissons, mais... C'est-à-dire, il faut qu'on tranque, quoi. On était tout seuls dans la maison. Il n'y avait personne avec le berger allemand. J'étais vraiment angoissée, frustrée. J'ai eu tellement peur, mélangé là. Tout. C'est-à-dire, tous les sentiments étaient au rendez-vous. Je ne m'attendais pas vraiment. Le monsieur a commencé par dormir, ronfler. J'ai eu quand même la brillante idée de sortir de cette maison. Mais j'avais pas d'argent sur moi. J'avais les longs yeux, j'avais pas d'argent sur moi. Je suis d'abord entrée dans la chambre du monsieur. Voici, je peux trouver de l'argent. J'entre dans la chambre, je trouve 2 menottes sur le lit, une caméra déjà branchée, plus un couteau attaché avec des fils rouges, c'est-à-dire des fils de couleurs différentes. J'avais vraiment flippé parce que je ne m'attendais pas à voir cela. C'est-à-dire la chambre était déjà, il y avait une caméra, il y avait un couteau de couleurs différentes, il y avait aussi 2 menottes. Les menottes étaient déjà ouvertes. C'est comme ça que j'ai pris les menottes. Je suis venue le menotter sur la chaise pour que le monsieur ne se réveille pas et me poursuivre. Après, je l'ai menotté sur la chaise. Je continuais par chercher l'argent parce qu'il fallait absolument que je parte. J'ai ouvert un tiroir, waouh, DMG. J'avais des lasses de billets devant moi. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est moi qui devais être le cabri de sacrifice. Et voilà que moi, je me retrouve devant ça. Imaginez un peu, j'ai cherché un sac dans la cuisine. J'ai essayé de ramasser de l'argent. J'ai ramassé des lasses de billets, c'était rempli. Mon sac était plein. J'ai pris le sac, je descends, la porte est verrouillée. Je remonte, la porte est verrouillée. C'est-à-dire le monsieur a verrouillé toutes les portes. Comment est-ce que je veux faire? Le berger allemand était libéré. D'abord alors remonté à l'étage, il y avait des fleurs. On a taillé les fleurs vers le bas. Et c'est comme ça que j'ai pris mon courage à 2 mains. Et j'ai sauté avec mon sac de billets. Le monsieur qui était à côté, il y avait un agent de sécurité qui était là. Il m'a vu, il a vu comment j'ai sauté. J'ai cassé même mon pied en sautant. Et il m'a demandé, ma soeur, tu as quoi? Je dis non. Le monsieur, s'il est en train de dormir, moi je ne veux pas vraiment rester. Donc il faut que je parte.
Il m'a demandé. Le monsieur, en fait, c'est un étranger, c'est un blanc, il est métis. J'ai quand même essayé d'expliquer un peu le problème au monsieur. Je lui ai dit, c'est comme ça, le monsieur m'a drogué. Il a essayé de me droguer, mais là, c'est lui qui dort. Elle m'a dit, ah, vraiment, tu as été vraiment courageuse. Est-ce que vous m'avez un taxi? J'ai monté dans le taxi. Je me suis directement rendue à l'hôpital. Attends, Une fois que je suis arrivée à l'hôpital, j'ai eu mon plâtre avec mon plâtre. Tina, ça coupe un peu. Est-ce que tu peux reprendre à partir de là où tu as sauté, s'il te plaît? Ok, la partie où j'ai sauté de l'étage. Oui, après voilà. Tu prends comme je le disais, j'ai sauté et lorsque j'ai sauté, voilà, lorsque j'ai sauté, je suis tombée sur un agent de sécurité puisque c'est un quartier résidentiel. Il y avait un agent de sécurité dans la maison, c'est-à-dire la maison, le voisinage, le gardien m'a vu sauter et il m'a posé la question à savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur, pourquoi tu as sauté. Donc j'ai essayé de l'expliquer, je lui ai dit, le monsieur voulait me droguer et c'est lui qui dort maintenant à ma place. Voilà. Et le monsieur m'a dit, ah, lui, il a toujours soupçonné cela parce que le gars avec les filles, mais au retour, lui ne voit pas les filles. J'ai dit, ah bon, aide-moi maintenant à trouver un taxi. Et c'est comme ça, le monsieur m'a aidé à trouver un taxi. Je n'ai pas fait d'action pour que le monsieur sache que le sac que j'ai sur moi est plein de lasses de guet. Il m'a appelé un taxi, je me suis rendue directement à l'hôpital. J'ai payé mes frais avec l'argent que j'avais dans le sac et je me suis mise un plâtre. On m'a quand même mis le plâtre. C'est ainsi que j'ai informé mes parents. La maman est venue chez moi à l'hôpital. Elle m'a demandé, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que j'ai expliqué tout à ma maman. Elle était tellement fâchée. Mais lorsque je lui ai montré le sac plein de billets, elle m'a dit, ah, ma fille, ça seulement, tu as bien fait. Franchement, c'était vraiment... Je savais pas comment vous expliquer. Mon papa, c'est un militaire et moi, je vivais au camp hérité. Je vivais, c'est-à-dire à l'intérieur du camp. Et mon papa avait un logement dans le camp et le monsieur n'a pas osé venir parce qu'il sait que je suis entourée de militaires. J'ai essayé de corrompre tous les militaires à l'entrée du camp, tout ça, je les ai corrompus parce que j'avais de l'argent. Je les ai corrompus, je les ai dit, une fois que vous voyez ce monsieur, attrapez-le, fessez-le bien. Le monsieur a commencé par me filer partout où je vais. À l'école, il attend toujours à moto pour pouvoir me suivre. Tout ça, ça fait que bon, j'avais assez d'argent. Quand j'ai compté, ça faisait dans les 15 millions que j'avais. Et c'est comme ça que j'ai quitté le pays. Avant de partir, ça, mon ami, et d'avoir mon compte banque, tu vas m'en faire un dépôt là maintenant 1 million, mon ami. Hey, comment on partage là? On partage là, c'est pas possible. 15 millions. Ça, grâce à cet argent, aujourd'hui, j'ai ma boutique. Oui, hein? J'ai ma boutique, j'ai mis un peu mes parents. Bon. C'était vraiment flippant. Mais à la fin, quand même, je me suis vraiment demandé la question à savoir où est-ce que j'ai trouvé c'est-à-dire ce courage-là. J'ai trouvé ce courage venu au pays. Et il m'est une fois arrivé de le croiser encore une fois. Il avait pris de l'âge parce que ça fait déjà dans les 8 ans ce que je vous raconte. Il a pris de l'âge. Il m'a pas reconnu. Moi non plus, j'ai eu du mal à le reconnaître et c'est comme ça. La vie continue quoi. Voilà. C'était ma petite expérience et j'aimerais franchement dire à mes sœurs. Allô? J'aimerais franchement dire à mes sœurs d'être très vigilantes, surtout avec des sorties et pour aller dans les maisons des étrangers. Franchement, soyez prudentes de ce que vous prenez comme boisson. Soyez très prudentes et regardez vraiment autour de vous avant de vous mettre dans ces histoires. J'ai vécu plein de choses que j'aimerais raconter, mais ça serait pour une prochaine fois. Merci beaucoup. C'était ma petite histoire. Pour l'histoire.
Hello? Bonsoir, Letty. DMG, pourquoi tu peux faire ça? Pourquoi tu commences, tu nous racontes, tu nous sensibilises, après tu nous parles de la personne à qui on a drogué pour casser le derrière. Maintenant, tu nous coupes le Japon. Tu coupes son milieu, donc tu nous mets dans le suspense, on peut pas savoir qui c'est. Et qui est. Ok. En fait, l'histoire que je vais raconter, c'est une histoire, en fait, que j'ai entendue. C'est une fille qui a fait le taper doigt à une autre femme, mais elle mettait ses pertes blanches et son sang dans la nourriture du type. Donc, c'est une histoire qui se passe au Mali. Et on dit que la fille, c'est une très belle fille, donc elle avait l'habitude de prendre les maris des gens. Donc, elle a rencontré un type et le type était marié avec sa femme pendant 12 ans. Et après, voilà, il a rencontré la fille. On dit qu'au début, il n'était pas intéressé, mais à un moment donné, il rencontrait la fille partout. Donc, c'est comme s'il était, on appelle ça comment? Je sais pas comment on appelle ça en français. Il était target. Genre, la fille était vraiment en train de suivre le gars. Donc, il allait partout, il allait croiser la fille toujours. Il va au marché, au supermarché, partout, il croise la fille. Donc, c'est comme ça qu'à chaque fois, il dit, ah, mais je te remarque. Et après, voilà, ils ont commencé à se parler, à sortir ensemble. Au début, il allait toujours chez lui, il allait voir la fille. Au début, il allait chez lui, il allait voir la fille. Et après, sa femme s'est rendue compte qu'il avait changé, il ne venait plus à la maison. Il restait dehors, elle appelle la famille, elle fait des assises de famille. Oh, la belle famille était déjà allée chez la fille. La belle famille commençait même à manger chez la fille. C'est comme ça que la fille a mis les médicaments dans la nourriture et elle a en fait eu toute la belle famille. Donc quand elle fait les réunions de famille pour expliquer son problème à la famille, elle dit, ah, c'est un homme, c'est pas forcément dit qu'il te trompe, nanani nanana. Donc c'est comme ça que la fille a laissé. À un moment donné, son mari lui a dit, ok, moi je veux divorcer, je ne veux plus de toi. La femme venait d'accoucher des triplés et on dit qu'elle avait 3 bébés qu'elle venait d'accoucher et elle avait 2 enfants de 8 ans à la main. Elle ne travaillait pas, son mari avait refusé qu'elle travaille parce qu'elle était devenue femme au foyer. Donc, c'est comme ça que elle a arrêté tout, elle est restée là. Et, Seigneur, maintenant le type a abandonné la femme, il a même mis sa femme dehors. Il n'avait plus le temps de sa femme, il a mis la femme dehors avec ses enfants, elle a commencé à dormir chez une voisine. Et il a fait ramener la petite jeune fille dans sa maison que lui et sa femme ont souffert avec. Et c'est comme ça qu'à un moment, le type a commencé à être malade. Il est devenu malade. Un jour, il va à l'hôpital avec la femme. Une des infirmières reconnaît la fille parce que il y a déjà eu une histoire dans cet hôpital que la fille a déjà fait à une autre femme. Donc, c'est comme ça que l'infirmière, maintenant, se met à dire à la personne qui était avec le monsieur que, mais, qui était la fille qui est avec le monsieur? On dit, ah, c'est sa femme et tout. Il dit, c'est sa femme. La fille ici, nous, on connaît la fille ici. Elle était ici la dernière fois parce qu'il y a un problème où elle sortait avec un mari elle sortait avec le mari de quelqu'un et le type est mort. Et voici encore un autre type qui est malade. C'est comme ça qu'on dit au type, on cherche la femme du type, on dit au type. Mais une très bonne femme, on dit qu'une très bonne femme, elle a gardé son mari, elle est revenue, elle a gardé son mari, elle s'est occupée de son mari. La fille qui faisait les médicaments, on dit que la fille, parce que la fille actuellement, il paraît qu'au Mali, là-bas, elle est en prison. Je suis pas malienne, je connais même pas l'histoire. Mais on dit qu'il paraît que la fille au Mali, là-bas, elle est en prison. Parce que c'est une fille qu'elle mettait les pertes blanches avec les gouttelettes de son sang. Donc son marabout lui avait donné une potion, elle mélange ça avec ses pertes blanches. Donc elle fait que chaque fois qu'elle couche avec le type, après avoir couché avec le type, quand elle finit de se nettoyer, elle enlève tout le sperme que le type a laissé sur elle, elle prend ça, elle va donner au marabout et après elle mélange les pertes blanches avec son sang, elle met dans la nourriture. Donc, maintenant, on dit qu'après ça, bon, le type est mort, il a demandé pardon à sa femme. Et après, la police a arrêté la fille est en prison. Donc, en fait, c'était ça. Et Je te prends la poêle, l'homme de l'homme. Bonsoir.
Bonsoir, Ariel. Bradley. Oui. Ok. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Bah, je vais. Alors, moi, je vais raconter plutôt un témoignage de quelque chose que j'ai vécu il y a quelques mois. Ça va pas être très long, mais bon, je pense que je voulais quand même témoigner de ça. Donc, ça s'est passé en Afrique du Sud. J'étais partie dans un centre commercial et je me suis rendue dans un magasin. Donc, comme tout le monde en fait, je suis rentrée dans le magasin pour regarder les vêtements et il y avait 3 vendeurs. Il y avait un homme et 2 jeunes femmes dans le magasin. Donc, je suis rentrée, j'ai commencé à regarder les vêtements et là, le vendeur s'approche de moi et il commence à me parler. Voilà, pour moi, rien d'alarmant en fait. Moi, je regarde les vêtements tranquillement. Et il commence à me poser des questions, à me demander si je connaissais le magasin, quel genre si je vis là, où j'habite. Et au fur et à mesure, en fait, je réponds plus aux questions, je regarde seulement. Et plus il me parle, en fait, plus je commence à avoir mal à la tête. Plus ma tête commence à me faire mal. Et plus, c'est comme si quand il me parle, je commence à entendre des chuchotements. C'est comme si c'est plus sa voix, mais moi j'entends des chuchotements en fait quand il parle. Et puis, il continue à parler et à un moment donné, mes oreilles en fait s'est mis en sourdine. C'est comme si en fait, je sais pas comment décrire ça, mais c'est comme si j'entends le son et après ça rentre, ça fait comme ça dans mes oreilles. Et lui, je vois qu'il continue à parler, en fait. Je le vois avec les gestes qu'il fait, qu'il parle. Mais moi, en fait, c'est ça que j'entends dans mes oreilles. Et là, ma tête commence à tourner. Et à un moment donné où je sens comme une sorte de je sais pas comment ça se dit, mais je crois que ça se dit dépersonnisation, un truc comme ça. C'est le fait c'est comme si ton corps est là, mais toi, en fait, tu te vois au-dessus de ton corps. C'est comme si, en fait, je savais que mon corps était là, mais que moi-même, je me sentais partir. Donc, à ce moment-là, en fait, je commence à me parler à moi-même et à me dire qu'est-ce qui m'arrive, en fait, et j'arrive pas, en fait, à me contrôler. C'est comme si j'ai pas de pouvoir sur moi-même et j'arrive pas vraiment à contrôler mon corps. J'arrive à rien faire, j'arrive juste à me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, en fait, il y a un moment de blanc, comme si je me rappelle pas, et ensuite je me rappelle que j'étais par terre, et j'étais, en fait, pour moi, c'est comme si je m'étais évanouie, parce que moi, dans mon esprit, j'ai perdu connaissance à ce moment-là. Et après, à ce moment-là, je commence à demander de l'eau, et là, je vois les 3 vendeurs qui sont en fait devant moi qui sont inquiets en fait pour moi. Et là il y a la fille qui me donne de l'eau et je commence à boire de l'eau et je m'assois. Et là quand je m'assois, je suis encore c'est comme si je somnole en fait, je suis pas encore consciente. Je suis assise mais je suis entre les deux. Et là au bout de peut-être 5-10 minutes, je commence à reprendre mes esprits. Je suis assise et là le gars là il revient à côté de moi, il recommence et là ça recommence à monter, ma tête commence à tourner, ça refait la même chose. Et moi depuis tout ce temps je me dis que c'est un malaise, je me dis pas qu'il y a quelque chose, je me dis que je fais un malaise. Donc je m'assois, je me rassois en fait, voilà, c'est comme si j'étais pas là et je redemande de l'eau à la fille et tout. Après, je bois, je me lève, je me dis que je vais marcher, je vais continuer, je vais me mettre devant le magasin. Et là, le gars continue et tout. Et là, je me dis, mais est-ce que c'est pas le gars là qui fait ça? Je commence à me poser des questions parce que quand j'ai bu de l'eau, ça allait mieux. En fait, quand je me suis séparée de ça, ça allait mieux. Mais là, quand il recommence à me parler, ça me refait la même chose. Du coup, je commence à me dire, est-ce que c'est pas le gars là qui fait ça? Et là,
je sais pas, j'ai posé, en fait, je suis venue demander si il prenait des stagiaires. Et là, le gars, il me donne sa carte et je prends la carte. Et là, en sortant du centre commercial, bah, je me dis, en fait, je sais pas, je me sens pas à l'aise. Du coup, je me dis, c'est mieux que je jette la carte à la poubelle. Je sais pas, je me pose pas de questions. Je me dis, je sais pas, je vais jeter la carte. Donc, je jette la carte. Et là, voilà, je rentre chez moi, voilà, pas de souci. Et quelques jours plus tard, en fait, on devait faire installer un moteur, je pense, à côté de où je restais. La nuit, le moteur a résonné vraiment très fort et j'ai commencé à ressentir les mêmes choses que ce que j'avais ressenti dans le magasin. J'ai commencé à avoir la tête qui tourne, j'ai commencé à tomber par terre parce qu'en fait, j'étais plus moi-même en fait. C'est comme si j'arrivais pas à me contrôler. Je suis partie me coucher et là, j'ai appelé ma mère et ma mère est venue. Elle est restée avec moi et toute la journée j'étais comme ça en fait. Toute la journée j'avais mal à la tête. Et puis après ça, j'ai mangé de l'ail. J'ai mangé de l'ail parce que moi j'avais lu que ça pouvait nettoyer tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai mangé de l'ail, je me suis purifiée, je me suis lavée. Et puis ça m'a plus jamais fait ça. Même avant, dans ma vie, j'ai jamais eu ça. Et puis je raconte ça parce que je me dis que cette personne, en fait, elle ne m'a pas touchée. Elle m'a juste parlé. Et je ne sais pas en fait qu'est-ce qu'elle voulait de moi en fait, ce monsieur, qu'est-ce qu'il voulait. Mais je voulais juste vous dire de faire attention à qui vous parlez. En fait, parce qu'on ne sait jamais. Là, la personne ne me connaissait pas ou même peut-être elle me connaissait. Mais en tout cas, j'ai juste parlé et puis ça m'a fait tout ça. Donc voilà, je voulais sensibiliser les gens, surtout les filles, parce que ce gars, je ne sais pas vraiment ce qu'il voulait de moi. Et s'il a eu quelque chose, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai eu l'impression de partir en fait ce jour-là. Donc voilà. Merci beaucoup pour ton histoire, Auréole. Merci à vous. Là, les commentaires. Je m'en vais. Non, il ne faut pas partir. Là, les commentaires. On va prendre l'homme de l'ombre. Je vois, il y a 11 personnes en attente là. Attendez, ne partez pas. Hein. On va prendre tout le monde. Voilà. Donc, permettez qu'on prenne l'homme de l'ombre, s'il vous plaît. C'est quand même l'homme de l'ombre. Et... Je vais vous raconter une histoire avant de descendre pour laisser les autres venir raconter. Mon histoire aujourd'hui, ça tend un peu plus vers la vie d'après. Donc, c'est une histoire que notre famille a vécue quand j'étais encore plus jeune au village. En gros, on avait une tante. Vous savez, au village, il y a souvent les tantes là qui sont allées en mariage, mais elles n'ont pas eu d'enfants. Et les gens disent qu'elle a vendu son ventre, machin, tout et tout. Et pourtant, la dame, elle était différente, mais elle n'était pas méchante. Mais tellement elle a reçu les coups, vous savez, chez nous, les tétons, on te lance tous les mots n'importe comment. Dès que peut-être tu appelles l'enfant de quelqu'un pour venir même te puiser l'eau, on te lance que, oh, accouche-toi pas, pourquoi c'est les enfants des autres que tu envoies. C'est alors comme ça qu'elle avait récupéré une petite fille là-bas vers Kunolinga. Elle est revenue avec elle au village. La petite fille là était donc elle vivait avec elle. Et ça ne veut pas dire que la mère n'avait pas les frères et les sœurs. Nous on était je vais me dire ça moi. Ses petits-neveux, ses petits-fils-neveux. Donc c'était la cousine à grand-père. Mais on la négligeait tellement parce qu'on disait qu'elle n'a pas eu les enfants, qu'elle est sorcière et tout et tout. Mais la maman l'avait les biens, les terres, les champs, elle l'avait. C'était en plus une femme qui a été sage femme. Donc elle a fait le séminaire des phoques là-bas. Donc au début quand on avait ouvert ça, donc elle avait un peu les moyens et elle avait beaucoup de terrain puisque c'était la seule fille du côté de son papa qui était l'oncle de grand-père. Donc elle a hérité de beaucoup de choses. Voilà comment les années passent. On est toujours là, on la gère, par contre la néglige non. On part dans ses champs, on prend ses choses, on dit, elle bavarde, même on s'en fout d'elle. C'est comme ça que la maman là meurt maintenant. Quand elle meurt, elle dit que
Tout ce qu'elle a laissé, c'est pour la petite fille qu'elle était partie prendre à Konolingala. Que ses frères, ses cousins et tout ça, elle ne veut rien leur donner. Que tout ça, c'est à la petite fille qui s'est occupée d'elle, non. Il faut dire la vérité, DMG partenaire. La petite fille là, c'était bien occupée de la maman là. Tu sais, quand quelqu'un vieillit et devient vraiment comme un enfant, parfois même être insulte et tout, mais la petite s'est occupée d'elle jusqu'à sa mort. Pendant au moins même 8 ans, hein, qu'elle a encore vécu après avoir ramené la petite fille là. Quand elle meurt maintenant, nous on est à la morgue de... Comment on appelait ça? Là-bas en Vrobochi. N'est-ce pas? On quitte maintenant, comme elle avait beaucoup de biens et tout ça. Même à la maison, elle avait les mamies, les chaises, les crues, tout. Voilà comment tout le monde part là-bas, non. Les gens du village, les frères, les cousins. Même moi-même qui te parle, si j'étais là. On entre dans sa maison, on ramasse les choses. Je ne sais pas si vous vous rappelez des sabots. Vous savez, les chaussures que les filles portaient souvent quand on était petits, là, les sabots un peu comme pour les infirmières, là. Quand on était petit, ça chauffait comme ça, même dans les années 2002, comme ça, 2004. Vous avez des wops là, quand tu mettais les sabots, c'était haut comme ça. Je ramasse ma part. Non, chacun ramassait les choses de la maman là, jusqu'à on est sorti de là. Quand on a ramené le cadavre au village, non, les gens avaient déjà dévalisé sa maison. Quand on rentre comme ça là, le deuil finit, tout, on l'enterre. Après peut-être une semaine, me voici qui part à l'école. Le jour là, j'ai décidé de mettre les sabots de la maman, c'est là. Cognac. Voici qui marche. Pardon, désolé, quelqu'un m'a appelé, j'ai renvoyé. Donc, voici qui marche. Cognac, non. Je pars à l'école avec les sabots. Bon, le genre de chute libre sans vitesse initiale que j'ai fait avec les sabots là, il n'avait pas plu. Le sol ne glissait pas, rien du tout. Je me suis cassé le tibia, la cheville. Avec ce tibia. Je suis tombée jusqu'on est venu me ramasser sur la brouette, m'a ramené au village. Il y a tout mis bac. Et il y a un qui a mouru les tombes ici là. J'arrive à la maison comme ça, j'explique que je suis tombée tout. Mon pied non gonflé jusqu'à. Quand j'arrive maintenant, tu sais là, la nouvelle au village, ça part vite, non. L'autre dit que, hey, elle est tellement tombée comment comme ça là. Voilà comment une cousine aussi qui avait ramassé les marmites. Tu sais, les marmites du village là, que ça a trois dents comme ça là au sol. Elle était en train de préparer le vétérologue. Il ne me voulait les feuilles de gombo là. La marmite a seulement fait toup, explosion. Elle dit ça s'est fendu en deux comme ça là, que toup. Tous ceux qui avaient ramassé les choses de la maman là, non. Les choses nous sont arrivées, nous tous. Jusqu'à chacun de nous a commencé à se lever, non. Prendre les trucs, aller remettre tout. C'est-à-dire comme si tu avais ramassé sa jupe, sa cuillère, sa marmite, son matelas, son pagne, son foulard. On est allé remettre tout. Chacun de nous est coupé. Quand il te dit coupé, non. C'était que tu pars au champ comme ça là. Les haricots méchants, non. Que tu es parti travailler sur son champ. Les haricots méchants vont te faire jusqu'à... Tu vas revenir, tu vas te dire que c'est la magie. Les gens en commentaire vont me tuer de rire. Jusqu'à... C'est comme ça que grand-père dit que, voilà, vous aimez souvent entendre. Vous savez dit, c'est même pas parti prendre les choses de la maman là. C'est-à-dire qu'elle est revenue comme ça là, où je suis côté. C'est-à-dire, comme on dit souvent aux gens que, quand quelqu'un dit que ne restez pas toucher mes choses, pardon, on ne peut pas toucher. Mais voilà que nous on avait avec la maman là, non. C'est genre que tu portes son foulard comme ça là. Tu mets même sur le cou, ça commence à te serrer comme si c'était le garrot que tu avais seulement fait. Donc, il faut... C'est la parenthèse, tu te rappelles d'une histoire que j'avais racontée d'une petite fille, je sais pas, c'est toi qui avais raconté. Petite fille qui était arrivée à Yaoundé et puis elle était enceinte. Et puis il y a son papa qui était décédé qui a pris soin d'elle. Je pense que... C'est toi qui avais raconté ça. Attends. Je crois bien, mais je me rappelle même plus tellement les histoires qu'on a vécues que... Je sais qu'il y a celle... Il y avait une histoire comme ça là, une petite fille qui était arrivée à Yaoundé et puis elle était enceinte. Elle a quitté le village et puis elle est arrivée à Yaoundé. Le monsieur l'a fait vivre dans une maison abandonnée comme ça. Ah, je sais pas, en tout cas. Non, c'était pas moi celle-là. Non. Ok. C'était pas moi. Okay. Donc, les merci beaucoup pour l'histoire de la panthère. Beaucoup de Yaoundé, ce sont les histoires de quand je vendais encore au marché, comme celle du mille pattes dans les cheveux là.
ou bien Ok. des métiers, mais c'était pas celle-là. Donc, en gros, les gars, quand quelqu'un d'ailleurs donne ses volontés, il faut seulement suivre ça. Parce que quand tu pars ramasser, tu ne connais pas. Les morts ne sont pas morts. Ils sont là dehors, ils nous voient. Quand tu peux aller couper ta part comme ça, là, après, tu ne sais pas où c'est venu. Et pourtant, la personne n'était pas méchante, mais c'est juste que nous-mêmes, de son vivant, on ne l'a pas bien traité. Mais quand un mort, on vient discuter ces choses, on vient ramasser, donc évitons souvent. Quand tu ne peux pas faire quelque chose de bien à quelqu'un dans son vivant, après la mort, ne vient pas discuter ces choses comme si tu avais participé à ça. Sinon, tu peux faire ta part là-bas, tu ne connais pas ce que tu as ramassé. Donc, c'est un peu ça. Je vais descendre Merci beaucoup, et après, je remonterai pour une autre histoire. D'accord. Allez, commentaire alors. Ok, d'accord.